8 février 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les informations de ce jour, les travaux de réhabilitation des rues d'Antananarivo vont bientôt commencer, a indiqué le gouverneur de la région d'Analamangue. Un projet qui sera réalisé conjointement par la commune, la présidence de la région d'Analamangue et le ministère des Travaux publics. Une grande entreprise se chargera de la réhabilitation de toutes les rues d'Antananarivo et si uniquement des travaux qui consistent à boucher les trous ont été réalisés auparavant. Une réhabilitation entière sera lancée prochainement afin que les détériorations ne se reproduisent plus, a confirmé le gouverneur de la région d'Analamangue. Les détails avec Antoniana Martina, Inzar Hanjiansu. La plupart des habitants d'Antananarivo se plaignent du mauvais état des routes actuellement. Ces routes étaient déjà presque réparées, mais en raison de la saison des pluies, elles ont de nouveau été endommagées. En conséquence, les travaux de réhabilitation doivent être lancés, a confirmé le gouverneur de la région d'Analamangue lors du reboisement du parti politique TGV qui s'est tenu hier à Masnjay. Il y a déjà eu des consignes du président à ce sujet et cela s'est poursuivi avec les pourparlers entre le président de la République, le maire d'Antananarivo, le ministre des Travaux publics et le gouverneur d'Analamangue. Il a été décidé ainsi qu'une grande entreprise réalisera la réhabilitation des routes endommagées d'Antananarivo. Des infrastructures qui répondent aux normes seront réalisées, a souligné le gouverneur de la région d'Analamangue. Certains tronçons de route de la capitale seront faits en goudron, tandis que d'autres doivent être remplacés par du béton pour éviter des dommages à court terme causés par les eaux stagnantes. Page économique pour continuer. Madagascar accueillera le Forum des partenariats économiques internationaux qui aura lieu du 27 au 30 mars prochain au CCIVAT. C'est la première fois que nous accueillons ce forum qui a pour objectif de faire rencontrer de nombreux entrepreneurs. Plus de 40 entrepreneurs et partenaires étrangers participeront et seront réunis à cet événement selon Events World Mada. À cette occasion, il y aura une rencontre des entrepreneurs locaux avec des partenaires étrangers. C'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs malagasy de présenter leurs entreprises aux partenaires potentiels. Dans un tout autre sujet, la CENI accepte d'accueillir toute personne remplissant les conditions requises et prête à assumer les fonctions d'observateur électoral à Madagascar, a déclaré son président Dame Adjianar Seydou, après avoir reçu l'ambassadeur de l'Inde et les responsables au sein de l'ambassadeur d'Indonésie à Madagascar. Cela fait partie de l'instauration de la transparence et de la confiance dans la préparation des élections. Par ailleurs, les citoyens ont encore 3 mois pour s'inscrire sur la liste électorale auprès des bureaux de Fukuntani. C'est Khanirland. 2 pays, à savoir l'Inde et l'Indonésie, sont prêts à soutenir la commission électorale indépendante. Tous deux ont exprimé leur volonté d'aider matériellement, de former et de partager leur expérience en ce qui concerne la préparation et la réalisation des élections avec la CENI. Ces pays participeront également à l'observation des élections. Par ailleurs, les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale peuvent encore le faire auprès de chaque Fukuntani jusqu'au mois de mai prochain. Et en éducation, l'examen officiel du baccalauréat pour cette année scolaire 2022-2023 débutera le 17 juillet au 27 juillet 2023 pour les catégories générales, technologiques, techniques et professionnelles selon le calendrier officiel sorti par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui. Les inscriptions pour cet examen officiel ont débuté ce lundi 6 février 2023 et durant 3 mois. Les détails avec Naté Rakoutoumaf. L'examen officiel du baccalauréat durera 10 jours pour toutes les catégories générales, technologiques, techniques et professionnelles pour cette année scolaire 2022-2023. Le baccalauréat malgache débutera ainsi le 17 juillet 2023 jusqu'au 27 juillet selon le calendrier officiel sorti par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui. Selon ce calendrier, le baccalauréat général se tiendra du 17 au 21 juillet 2023 avec la première partie du baccalauréat technique, technologique et professionnel. En parallèle se tiendra également durant cette première partie de l'examen l'épreuve écrite de l'éducation physique et sportive. La deuxième partie du baccalauréat technique, technologique et professionnel se poursuivra du 24 au 27 juillet 2023. Le droit d'inscription aux épreuves du baccalauréat sera de 15 000 ariars pour les candidats d'école, 50 000 ariars pour les candidats libres, si le droit d'inscription pour les candidats étrangers est de 100 000 ariars.
Les inscriptions ont débuté ce lundi 6 février 2023 et prendra fin le 7 avril 2023 à 18h. Aucune dérogation n'est admise pour le dépôt des dossiers de candidature après les dates indiquées, selon les informations émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les dossiers nécessaires pour l'inscription au baccalauréat sont déjà communiqués au niveau de toutes les écoles et auprès de l'Office du baccalauréat. Il est à rappeler que le nombre d'inscrits à l'examen du baccalauréat durant l'année scolaire 2021-2022 était de 709 399. Le nombre d'inscrits pour cette année scolaire sera communiqué d'ici 3 mois après la fin des inscriptions. Ensuite, la formation des agriculteurs et des techniciens agricoles s'est tenue à Harare, au Zimbabwe, une formation qui leur a permis d'apprendre les techniques agricoles Fumvuza basées sur la culture de conservation. Leur formation a duré 1 semaine avec la fondation For Farming. L'objectif de cette formation est d'atteindre l'objectif de Madagascar, qui est l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Sej Ranji Anasi. La fondation For Farming au Zimbabwe existe déjà depuis 40 ans. C'est cette fondation qui enseigne la technique agricole Fumvuza et cette technique est basée sur la culture de conservation et apprend aux agriculteurs à ne pas travailler la terre et à la recouvrir d'herbes ou de différentes feuilles. Cette technique apprend également à un ménage ou à une famille à cultiver suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins tout au long de l'année. Grâce à l'utilisation de cette technique, en seulement 2 ans, la fondation For Farming a réussi à sortir le Zimbabwe de l'insécurité alimentaire. Et cela ne s'est pas arrêté au Zimbabwe, mais s'est propagé dans de nombreux pays comme le Libéria et le Rwanda. Fort de l'expérience de la fondation For Farming, le gouvernement malagasy a décidé d'envoyer des techniciens agricoles et des agriculteurs au Zimbabwe pour y être formés et y apprendre les techniques agricoles Fumvuza. Ils étaient 30 jeunes à suivre cette formation à Harare et l'objectif de cette formation est que Madagascar puisse accéder à l'autosuffisance alimentaire. Ces 30 jeunes seront répartis dans toute l'île pour enseigner cette technique de Fumvuza de la fondation For Farming. Et la dernière caravane médicale tenue à Marvoy, région Bouéne, organisée par l'association FITI, le ministère de la Santé publique ainsi que leurs partenaires a été un franc succès d'après le bilan présenté par l'association FITI dirigée par la première dame Mialra Zouel. Cette caravane médicale a fait le déplacement à Marvoy pour venir en aide aux victimes du cyclone Chenezo dernièrement. 2214 personnes ont bénéficié des services offerts gratuitement par les médecins et personnes médicales au sein de cette caravane médicale spéciale Genezo et 6633 personnes ont été sensibilisées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Bjarvulette Sferen. L'association FITI, le ministère de la Santé publique, les partenaires étatiques et privés, ainsi que les PTF viennent toujours en aide aux victimes du passage de cyclone, notamment par le biais de la caravane médicale. Cette fois-ci, après le passage de Genezo dernièrement, la caravane médicale a fait cap sur Marvoy, région Bouéne. La caravane médicale a un concept de proximité. Les médecins et personnel médical, les soins et les médicaments adéquats viennent approcher les gens dans un endroit bien déterminé. Tous les services se feront au sein des matériels roulants équipés et cela à titre gratuit. Au total, 2214 personnes ont bénéficié des prestations à Marvoy, dont 748 consultations externes, 43 enfants et femmes vaccinés, 44 consultations en planning familial, 33 consultations prénatales, une consultation postnatale, 9 enfants de moins de 5 ans pris en charge intégrée des maladies de l'enfant, 37 suivis de malnutrition, 73 moustiquaires à imprégnation durable distribués, 155 CVO distribués, 104 dépistages du diabète, 3 consultations de santé mentale, 111 consultations ophtalmologiques, 8 consultations gynécologiques, 17 radiographies, 99 échographies, 238 groupages sanguins, 78 dépistages d'IST et VIH, 83 dépistages de Covid-19 et 203 dépistages d'hypertension artérielle. En parallèle, des sensibilisations à la lutte contre les violences basées sur le genre accompagnent toujours la caravane médicale. Pour Marvoy, 127 cas de VBG ont été identifiés et 6633 personnes sensibilisées.
Le ministre de la Justice est venu en aide aux sinistrés des régions Atsinanen et Analantrouf en fin de semaine. Cette aide répond aux instructions du président de la République en veillant spécifiquement au bien-être social de la population. Du riz, de l'huile, du savon et des légumineuses ont été offerts par le gouvernement aux victimes de Marwantsich. Après la remise des aides aux sinistrés, il y a eu une discussion avec le ministre de la Justice, Rakoudza François, avec les employés du tribunal de première instance de Fénérivest. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu lundi 6 février à l'aube et qui a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine. Reportage sur les images de France 24. La détresse et la colère de ces Syriens. Après le séisme, ils fouillent dans les décombres à main nue pour tenter de trouver des survivants. 21 personnes sont ici sous les décombres. Nous avons besoin d'équipements, nous n'avons rien. Ce tremblement de terre a frappé une population déjà affaiblie par 12 années de guerre. J'appelle à l'aide car nous n'avons rien du tout, rien. Nous sommes passés d'un déplacement à un autre déplacement à une catastrophe. Bachar al-Assad a appelé à l'aide la communauté internationale. Mais le président syrien est considéré comme un paria par de nombreux pays. Le Croissant Rouge, qui opère dans les zones gouvernementales, demande à l'Union européenne d'agir. Le moment est venu, après ce tremblement de terre, cette catastrophe naturelle, que les sanctions soient levées pour que nous puissions avoir des équipements et du matériel. L'Union européenne affirme être en contact avec ses partenaires humanitaires sur place. Pour l'heure, la Syrie peut compter sur ses alliés. L'Iran a livré de l'aide humanitaire à l'aéroport d'Alep. Mais c'est surtout Moscou qui est mobilisé. Des centaines de militaires russes sont déjà sur place. Nous continuons à enlever les décombres au cas où nous trouverions encore des survivants. Il y a encore de l'espoir étant donné que la météo est favorable. Il n'y a pas eu encore de gelée. Une situation encore plus complexe dans les zones contrôlées par les rebelles, comme ici à Idlib. L'aide humanitaire arrive habituellement par un point de passage à la frontière turque, un passage qui a aussi été frappé par le séisme. Et le temps presse pour les secouristes qui tentent toujours, mercredi 8 février, de retrouver des survivants en Turquie. 2 jours après le terrible séisme dont le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant actuellement les 9500 morts. Reportage sur les images de France 24. À la lumière des projecteurs, les secours poursuivent inlassablement leur travail. Ici à Adana, la nuit et le froid n'ont pas interrompu les opérations. Plus au nord, à Malatya, cette petite victoire. Un homme en vie est extrait des décombres avant d'être hospitalisé. Au total, plusieurs milliers de personnes ont pu être secourues dans le pays, notamment grâce à l'aide affluent du monde entier. Ces secours français, par exemple, sont déjà sur place. À Iskenderun, le feu déclenché par les secousses dans le port de la ville continue, lui, de brûler. Ici, les secours sont encore peu nombreux et les proches des victimes impuissants. On est terrorisé, c'est comme si on s'était réveillé en plein cauchemar. On ne peut pas faire face. L'aide ne vient pas, elle ne peut pas venir. On ne peut appeler personne, tout est détruit. C'est l'enfer. Ma mère a été sortie, mais mon père et ma sœur sont toujours sous les gravats. J'entends le son de quelqu'un qui respire, donc j'espère qu'ils sont en vie. Plus au sud, de l'autre côté de la frontière, en Syrie, le bilan, lui, devrait encore s'alourdir, faute de moyens. Avec toutefois des miracles parfois, cette petite fille âgée de seulement quelques heures est en vie. Sa mère l'a mise au monde sous les décombres, en y laissant la vie. Et pour terminer cette édition, Moscou propose son aide aux pays du Golfe de Guinée qui craignent de plus en plus la contamination djihadiste. C'est le cas du Ghana. Le pays a une frontière avec le Burkina Faso et il accueille de plus en plus des réfugiés de ce pays, des familles qui fuient leur village attaqués par les terroristes. Toujours avec France 24. Moins de 2 km séparent Halima de son village au Burkina Faso. Pourtant, depuis qu'elle est arrivée au Ghana, elle n'ose plus y retourner. En décembre,
des djihadistes ont débarqué, semant la terreur et tuant 2 personnes. C'est mon pays, mais maintenant, là, nous, on a peur du Burkina. Burkina n'est plus le bois. Non. Burkina. Ah, on tue les gens comme des poulets maintenant. Burkina n'est plus le bois. Ces enfants continuent à retourner au village pour aller à l'école. Mais le soir, ils rentrent au Ghana. La présence de ces réfugiés réveille des craintes au Ghana, pour l'instant épargnés par la violence. Au Burkina Faso voisin, des milliers de personnes sont mortes et environ 2 millions ont été déplacés. Le pays est aux prises avec une insurrection djihadiste venue du Mali voisin. À présent, les autorités ghanéennes mobilisent l'armée, la police et les services d'immigration pour tenter de contrôler la frontière. Elles mettent en garde contre les conséquences d'un débordement du conflit au Ghana. Si l'insécurité nous touche comme les autres pays, cela va déchirer le Ghana. Rappelez-vous qu'au Ghana, nous avons plus de 5000 groupes ethniques. Donc s'ils arrivent à utiliser une ethnie dans leur lutte contre les autres groupes, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Pour l'heure, il n'y a toujours pas eu d'attaque sur le territoire ghanéen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après cette édition, vous allez suivre la série Dynastie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.